Une nuit, une erreur. Et soudain, je lui appartenais. La pluie martelait les vitres du bureau directorial avec une violence presque biblique. Camille sentait chaque goutte résonner dans sa poitrine, comme si l'orage dehors cherchait à dénoncer ce qui venait de se passer entre ces quatre murs. Elle était debout, dos contre la bibliothèque en chêne massif, les jambes tremblantes, le chemisier froissé d'une manière qui ne laisserait aucun doute à quiconque entrerait maintenant. À 3 mètres d'elle, Thomas rajustait sa cravate avec une lenteur calculée, le visage fermé, comme s'il tentait de reconstruire la façade de l'homme intouchable qu'il avait toujours été. Il ne s'était rien dit depuis. Pas un mot. Juste le bruit de leur respiration qui cherchait à retrouver un rythme normal, à effacer l'évidence de ce qui venait de basculer. Camille fixait la porte close. Derrière, il y avait l'open space, ses collègues, son équipe, les 67 employés qui la respectaient, qui l'écoutaient, qui voyaient en elle un modèle de rigueur et de professionnalisme. Et au-delà de cette porte, il y avait aussi Nathalie, l'assistante de direction au regard d'aigle, celle qui ne laissait rien passer, celle qui avait déjà froncé les sourcils 3 fois cette semaine en voyant Camille sortir du bureau de Thomas avec les joues trop rouges. Thomas était son supérieur direct, le directeur général de la filiale européenne, celui qui avait le pouvoir de la promouvoir, de la détruire, de faire d'elle une légende ou un exemple. Il était aussi marié, père de 2 enfants, intouchable par design, et elle était la directrice marketing fraîchement promue, celle qui avait grimpé les échelons à force d'acharnement, celle dont tout le monde disait qu'elle avait réussi par mérite, rien que par mérite, jusqu'à cette nuit. Car ce qui venait de se produire n'avait rien d'un accident. Ce n'était pas un instant d'égarement après quelques verres lors d'un dîner d'affaires. Non, c'était calculé, désiré, attendu depuis des semaines, peut-être des mois. Ils s'étaient tournés autour comme 2 aimants contrariés par la gravité des convenances. Et ce soir, la gravité avait cédé. Thomas leva enfin les yeux vers elle. Son regard était sombre, chargé de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Regret, désir encore brûlant, peur, les 3 à la fois, peut-être. Personne ne doit savoir, murmura-t-il d'une voix rauque. Camille hocha la tête, incapable de parler. Bien sûr que personne ne devait savoir. Leur carrière, à tous les deux, en dépendait. Sa réputation, la sienne, tout ce qu'elle avait construit. Mais en serrant les poings contre le bois froid de la bibliothèque, Camille comprit quelque chose de bien plus terrifiant. Elle avait envie de recommencer. Elle le voulait encore. Maintenant. Demain. Et cette vérité-là, elle ne pourrait pas la cacher très longtemps. Dehors, l'orage redoubla d'intensité comme un présage. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, dans une salle de réunion aseptisée du siège parisien de Stellaris International, géant du luxe et de la cosmétique. Camille Duvalier, 32 ans, entrait pour la première fois dans cette pièce en tant que directrice marketing Europe. Une promotion qu'elle avait arrachée à force de nuits blanches, de présentations impeccables, de stratégies qui avaient fait exploser les ventes de 3 marques en 2 ans. On ne lui avait rien offert. Elle avait tout pris. Thomas Brémond était assis en bout de table, les doigts croisés devant lui, le regard scrutateur. Il avait 43 ans, une carrure de nageur sous des costumes italiens, et cette espèce d'autorité naturelle qui faisait qu'une pièce se taisait dès qu'il ouvrait la bouche. On le disait brillant, impitoyable, juste. Marié à une avocate renommée, père de 2 adolescents, il incarnait la réussite parfaite, celle qui ne laisse aucune prise à la critique. Lorsque Camille avait présenté sa stratégie pour le lancement de la nouvelle ligne Nocturne, il l'avait écoutée sans l'interrompre. Puis à la fin, il avait dit simplement « C'est exactement ce dont nous avons besoin ». Pas de compliments superflus, juste la reconnaissance d'un égal. Elle avait senti quelque chose à cet instant, quelque chose qu'elle avait choisi d'ignorer. Les semaines suivantes s'étaient enchaînées à un rythme infernal. Camille travaillait souvent jusqu'à 22 heures, tout comme Thomas. Leurs bureaux n'étaient séparés que par une cloison vitrée. Et il n'était pas rare qu'ils se croisent dans les couloirs déserts, un café à la main, échangeant quelques mots sur un dossier en cours. Rien d'anormal, rien de répréhensible. Sauf que ces conversations duraient de plus en plus longtemps, qu'ils riaient plus souvent, que Thomas avait commencé à demander son avis sur des sujets qui ne relevaient pas strictement de son périmètre, et que Camille, malgré elle, attendait ces moments.
Un soir de début mars, il s'était retrouvé seul dans l'ascenseur après une présentation devant le comité exécutif. Camille avait défendu une prise de risque audacieuse et Thomas l'avait soutenu face aux réticences du CFO. « Vous aviez raison de tenir bon », dit-il en appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. « Merci de m'avoir couverte. » Il la regarda alors avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Je ne couvre personne, Camille. J'ai soutenu une bonne idée. C'est tout. » Mais le silence qui avait suivi disait autre chose. Et lorsque les portes s'étaient ouvertes, elle avait senti un vide étrange en le voyant partir vers le parking. Les semaines passèrent, les réunions se multiplièrent, et avec elles, les frôlements involontaires. Une main sur un dossier qu'ils consultaient ensemble, un regard qui s'attardait trop longtemps, une proximité qui n'avait plus rien de professionnel. Camille se répétait qu'elle imaginait des choses. Thomas était marié, inaccessible, et elle n'était pas le genre de femme à fantasmer sur un homme interdit. Elle avait toujours été rationnelle, maîtresse de ses émotions. Mais un soir d'avril, lors d'un déplacement à Milan pour un salon professionnel, tout avait dérapé. Ils dînaient ensemble, comme souvent en déplacement. Rien d'inhabituel. Sauf que ce soir-là, Thomas avait bu un verre de trop. Et Camille aussi. Et quelque part entre le dessert et le café, il avait dit « Vous me déstabilisez, Camille ». Elle avait senti son cœur s'emballer. « Comment ça ? Vous le savez très bien. » Et dans ses yeux, elle avait lu la même chose que ce qu'elle ressentait depuis des semaines. Ce désir interdit, cette attirance qui ne pouvait exister, qui ne devait pas exister. Ils étaient rentrés à Paris le lendemain sans en reparler. Mais quelque chose avait changé. Ils se parlaient moins, se regardaient davantage. Et Camille savait, au fond d'elle, qu'elle jouait avec le feu. Ce qui l'effrayait le plus, ce n'était pas de perdre son poste, c'était de réaliser qu'elle était prête à le risquer. Mai arriva avec une chaleur précoce qui transformait Paris en fournaise. Les fenêtres de l'open space restaient ouvertes en permanence, laissant entrer une rumeur lointaine de klaxons et de conversations de rue. Camille passait ses journées à jongler entre 3 lancements simultanés, des budgets qui explosaient et une équipe qui commençait à montrer des signes de fatigue. Mais rien de tout cela ne l'épuisait autant que la présence constante de Thomas. Ils avaient repris leur routine de réunions hebdomadaires, mais l'atmosphère avait changé. Chaque mot échangé portait un double sens. Chaque silence devenait lourd. Et lorsque leurs mains se frôlaient en consultant un même document, ni l'un ni l'autre ne s'écartaient aussi vite qu'avant. Un jeudi après-midi, Nathalie, l'assistante de Thomas, entra dans le bureau de Camille avec un sourire pincé. « Thomas te demande pour un point sur le dossier nocturne. Maintenant, si possible. » Camille leva les yeux de son écran. Quelque chose dans le ton de Nathalie la mit mal à l'aise, comme si la femme savait, comme si elle voyait ce que Camille tentait désespérément de cacher. « J'arrive », répondit-elle d'une voix qu'elle espérait neutre. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Thomas, il était au téléphone, tourné vers la fenêtre. Il lui fit signe de s'asseoir sans raccrocher. Camille s'installa croisant les jambes, tentant de contrôler le battement sourd de son cœur. Quand il raccrocha enfin, il ne dit rien pendant un moment. Il la regarda simplement, avec cette intensité qui lui donnait l'impression d'être mise à nu. « On ne peut pas continuer comme ça, » dit-il finalement. Camille sentit son estomac se nouer. « Continuer quoi ? Vous savez très bien de quoi je parle. » Elle se leva brusquement, comme pour fuir. Mais Thomas la retint par le poignet doucement, sans forcer, juste assez pour qu'elle s'arrête. « Je suis ton supérieur, Camille. Je suis marié. Et toi, tu as une carrière qui vaut bien plus que tout ça. » Elle rit amèrement. « Tout ça ? C'est comme ça que tu appelles ce qui se passe entre nous ? » « Comment tu veux que je l'appelle ? Je ne sais pas. Mais arrête de faire comme si c'était juste dans ma tête. » Thomas lâcha son poignet et passa une main dans ses cheveux, visiblement déchirés. « Ce n'est pas que dans ta tête, mais ça ne peut pas aller plus loin. » Camille aurait dû partir, claquer la porte, mettre fin à cette mascarade avant qu'il ne soit trop tard. Mais au lieu de ça, elle se rapprocha de lui jusqu'à sentir la chaleur de son souffle. « Et si je te disais que je m'en fous ?» Le regard de Thomas s'assombrit. « Tu ne t'en fous pas, pas vraiment. » Et c'est moi. Pendant une fraction de seconde, Camille crut qu'il allait craquer, qu'il allait franchir la ligne. Mais au dernier moment, il recula. « Sors d'ici, Camille, s'il te plaît. » Elle sortit, le corps tremblant, la gorge nouée.
et en refermant la porte derrière elle, elle croisa le regard de Nathalie qui faisait semblant de taper sur son clavier. La femme savait. Camille en était certaine maintenant. 2 semaines plus tard, lors d'un cocktail organisé pour fêter les résultats trimestriels, Camille but plus qu'elle n'aurait dû. Thomas aussi. Ils évoluaient dans la même salle, à quelques mètres l'un de l'autre, échangeant des politesses avec des clients, des partenaires, des collègues. Mais leurs regards se cherchaient sans cesse. Vers 23 heures, alors que la foule commençait à se disperser, Camille sentit une main effleurer son dos. Thomas, sans un mot, lui fit signe de le suivre. Ils montèrent au dernier étage, là où se trouvaient les bureaux de direction déserts à cette heure. Thomas ouvrit la porte de son bureau, alluma seulement une lampe d'appoint. La ville scintillait derrière les baies vitrées. « On ne devrait pas être ici, » murmura Camille. « Je sais. » Mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Et lorsque Thomas tendit la main pour écarter une mèche de cheveux du visage de Camille, elle ferma les yeux. « Si on fait ça, » souffla-t-il, « tout change. »« Je sais. »« Tu pourrais tout perdre. »« Je sais. » Il l'embrassa alors et ce baiser contenait des semaines de retenue, de désirs étouffés, de mensonges murmurés à soi-même. Camille sentit ses jambes se dérober. Elle s'accrocha à lui comme à une bouée, incapable de penser aux conséquences. Et puis, brusquement, la porte s'ouvrit. Nathalie se tenait sur le seuil, un dossier à la main, les yeux écarquillés. Le temps sembla se figer. Camille et Thomas se séparèrent comme 2 adolescents pris en faute, mais il était trop tard, beaucoup trop tard. Nathalie referma la porte sans un mot, mais le bruit sourd du battant résonna comme une condamnation. Le lendemain matin, Camille arriva au bureau avec 2 heures d'avance. Elle n'avait pas dormi. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Nathalie dans l'encadrement de la porte. Son expression de surprise, puis ce léger sourire en coin avant qu'elle ne disparaisse. Un sourire qui ne promettait rien de bon. Le bureau était encore vide. Camille s'installa devant son ordinateur, les mains tremblantes, incapable de se concentrer. Elle savait que Nathalie parlait. Les assistantes parlaient toujours, et dans un environnement aussi fermé que Stellaris, une rumeur pouvait détruire une carrière en quelques jours. À 8 heures pile, Thomas entra dans l'open space. Leur regard se croisa brièvement, mais il détourna les yeux aussitôt. Quelques minutes plus tard, elle reçut un message sur sa messagerie interne. « Mon bureau, maintenant ». Lorsqu'elle poussa la porte, elle le trouva adossé à son bureau, les bras croisés, le visage fermé. « Nathalie est allée voir les RH ce matin », dit-il sans préambule. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Qu'elle nous avait vus ensemble, dans une situation compromettante. Merde. Ils vont lancer une enquête interne. Protocole standard pour ce genre d'accusation. Camille s'effondra sur une chaise. Qu'est-ce qu'on fait? Thomas se passa une main sur le visage, visiblement épuisé. On nie. On dit qu'elle a mal interprété. Qu'on discutait simplement d'un dossier confidentiel. Tu crois vraiment qu'ils vont gober ça? On n'a pas le choix. Le silence retomba, lourd, étouffant. Puis Camille demanda, la voix tremblante, « Et nous ?» Thomas la regarda longuement. « Il n'y a pas de nous, Camille. Il ne peut pas y en avoir. » Ces mots la brûlèrent, comme de l'acide. « Donc, tout ça, c'était quoi pour toi? Une erreur? » « Oui, une erreur. » Camille se leva d'un bond, les larmes aux yeux. « Va te faire foutre, Thomas. » Elle sortit en claquant la porte, sous les regards surpris de l'équipe qui commençait à arriver. Elle se réfugia aux toilettes, s'enferma dans une cabine et pleura silencieusement, les poings serrés contre sa bouche. Mais au fond d'elle, une vérité s'imposait. Elle n'en avait pas terminé avec lui. Pas encore. Les jours suivants furent un enfer. L'enquête RH avança discrètement, mais tout le monde savait. Les regards se faisaient plus insistants. Les conversations s'interrompaient lorsque Camille entrait dans une pièce. Elle sentait le jugement peser sur elle, cette suspicion larvée qui rongeait sa crédibilité. Et puis un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires pour rentrer, Thomas apparut dans l'encadrement de sa porte. « Il faut qu'on parle. Pas ici. » Ils se retrouvèrent dans un petit bar discret, loin du bureau. Thomas commanda un whisky, Camille un verre de vin qu'elle ne but pas. « J'ai menti, » dit-il finalement. Camille leva les yeux vers lui, le cœur battant. « Ce n'était pas une erreur. Et ce n'est pas fini, pas pour moi.
Elle sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les défenses qu'elle avait construites depuis des jours s'effondrèrent. « Qu'est-ce que tu proposes, alors ?»« On fait attention, on est prudent, on ne se voit qu'en dehors du bureau. »« Thomas, je sais ce que je risque, ma famille, mon poste, tout, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Camille aurait dû refuser, se lever et partir, sauver ce qui pouvait encore l'être, mais au lieu de ça, elle tendit la main et prit la sienne. Moi non plus. Et à cet instant, ils savaient tous les deux qu'ils venaient de franchir un point de non-retour, que les conséquences ne tarderaient pas, que le prix à payer serait terrible. Mais ils s'en fichaient. Pour la première fois de leur vie, ils choisissaient le chaos. Juin s'installa avec une moiteur oppressante. Paris étouffait sous un ciel de plomb, et dans les bureaux de Stellaris, la tension était palpable. L'enquête RH s'éternisait, alimentée par des témoignages anonymes, des mails épluchés, des agendas comparés. Officiellement, rien n'était encore conclu. Officieusement, tout le monde savait. Camille et Thomas avaient instauré une routine clandestine. Ils ne se voyaient plus au bureau que pour des réunions strictement professionnelles, sous le regard scrutateur de leurs collègues. Mais le soir, ils se retrouvaient dans un petit appartement qu'ils louaient sous un faux nom, près de la Bastille. 2 heures volées, parfois moins, où ils pouvaient enfin être eux-mêmes. Mais chaque fois qu'elle quittait cet appartement, Camille se sentait un peu plus sale, un peu plus coupable. Pas à cause de la morale. Elle se fichait de ce que les gens pensaient. Non, ce qui la rongeait, c'était le mensonge, la double vie, et surtout la certitude grandissante qu'elle était en train de perdre tout ce pourquoi elle s'était battue. Un matin, elle reçut un appel du directeur des ressources humaines. « Camille, pourriez-vous passer à mon bureau cet après-midi, vers 15 heures ?» Le ton était courtois mais glacial. Elle raccrocha, les mains moites. Quelques minutes plus tard, Thomas reçut le même appel. Ils se retrouvèrent devant la porte du bureau RH sans s'être concertés. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une angoisse qu'ils ne pouvaient plus dissimuler. À l'intérieur, le directeur RH, un homme sec au regard impitoyable, les fit asseoir face à lui. « Nous avons conclu notre enquête, » dit-il en consultant un dossier. « Les témoignages convergent. Votre relation dépasse largement le cadre professionnel. » Camille voulut protester, mais Thomas posa une main sur son bras. Un geste discret, mais qui en disait long. « Monsieur Brémond, » poursuivit le directeur, « en tant que supérieur hiérarchique direct de Madame Duvalier, vous avez créé une situation de conflit d'intérêts majeur. Quant à vous, Madame, votre promotion récente est désormais entachée de soupçons. »« Soupçons infondés, » répliqua Camille, la voix tremblante de colère. « Peu importe qu'ils soient fondés ou non. La perception suffit. » Le couperet tomba. Thomas était muté à la filiale américaine avec effet immédiat. Camille, elle, restait en place, mais sous surveillance. Toute promotion future serait gelée. Et si la relation se poursuivait, des mesures disciplinaires seraient en prise. Lorsqu'ils sortirent du bureau, Camille avait l'impression de marcher sur du verre brisé. Thomas la rattrapa dans le couloir. « On arrête tout, » dit-il. « C'est fini. » Elle le gifla. Une claque sèche, violente, qui résonna dans le silence du couloir. « Tu oses me dire ça maintenant, après m'avoir fait risquer tout ce que j'ai construit ?» Camille, « Non, tu ne me dois rien. Mais moi, je me dois de survivre à ça. » Elle partit sans se retourner. Mais cette nuit-là, seule dans son appartement, elle pleura jusqu'à l'épuisement. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Thomas partit pour New York. Camille resta, mais elle n'était plus la même. Ses collègues la traitaient différemment. Certains avec pitié, d'autres avec mépris. On ne lui confiait plus les dossiers stratégiques. On l'écartait des décisions importantes. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva un message de Thomas sur son téléphone. « Je suis désolée, pour tout. Mais je ne regrette rien. » Elle fixa l'écran pendant de longues minutes, le cœur déchiré, puis elle effaça le message. Mais au fond d'elle, une vérité s'imposait. Elle non plus ne regrettait rien. Et c'était ce qui la terrifiait le plus. Juillet arriva avec une canicule implacable. Paris se vidait progressivement, les bureaux devenaient déserts, mais Camille restait. Elle n'avait nulle part où aller. Ses amis s'étaient éloignés, gênés par les rumeurs. Sa famille, qu'elle avait toujours tenue à distance, ne comprendrait jamais. Et Thomas était à des milliers de kilomètres,
dans une vie qui ne lui appartenait plus. Elle avait maigri. Ses cernes s'étaient creusées. Lors des rares réunions auxquelles elle participait encore, elle sentait les regards glisser sur elle avec indifférence. Elle n'était plus Camille Duvalier, la directrice marketing brillante. Elle était devenue celle qui a couché avec son patron. Un matin d'août, elle reçut un appel de la direction générale. On lui proposait un poste à Lyon, même titre, même salaire, mais loin de Paris, loin de tout. « C'est une opportunité », lui dit-on avec un sourire faux, « un nouveau départ. » Camille comprit. On la poussait dehors, poliment mais fermement. Elle accepta. Que pouvait-elle faire d'autre? Le soir même, elle appela Thomas. Il décrocha à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. Il était 3 heures du matin à New York. « Ils m'exilent à Lyon », dit-elle sans préambule. Un silence, puis « Je suis désolé. Arrête de t'excuser. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Camille? Que je regrette? Que je voudrais revenir en arrière? Je ne peux pas. Moi non plus. » Nouveau silence. Plus lourd encore. « Tu me manques », murmura-t-il finalement. Camille ferma les yeux, sentant les larmes couler. « Toi aussi, mais ça ne change rien. » Non, ça ne change rien. Ils restèrent ainsi en silence pendant de longues minutes. Puis Camille raccrocha, incapable de supporter davantage. 2 semaines plus tard, elle quittait Paris. Son appartement, ses repères, sa vie. Elle emportait 3 valises et un cœur brisé. À Lyon, elle emménagea dans un studio impersonnel, près des quais du Rhône. Le premier soir, assise sur le canapé qu'elle venait d'acheter, elle réalisa qu'elle n'avait plus rien. Pas de carrière brillante, pas d'amour, pas même d'estime de soi. Elle avait tout perdu pour un homme qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Et pourtant, lorsqu'elle fermait les yeux, elle revoyait son visage, ses mains, ses mots, et elle savait au fond d'elle qu'elle recommencerait, malgré le prix, malgré tout, parce que certains amours ne demandent pas la permission, ils exigent seulement le sacrifice. Les mois passèrent. À Lyon, Camille apprit à survivre dans une vie qui n'était pas celle qu'elle avait imaginée. Son travail n'était ni humiliant ni exaltant. Il était fonctionnel, suffisant pour payer les factures, insuffisant pour nourrir l'orgueil qu'elle avait autrefois cultivé. Elle ne parlait jamais de Paris, ni de Stellaris, ni de Thomas. Ses collègues ignoraient tout de ce qu'elle avait été, et cela lui convenait. Être inconnue était devenu une forme de repos. Les nuits restaient difficiles, pas à cause du manque, mais à cause de la lucidité. Camille comprenait maintenant que ce qu'elle avait perdu ne se résumait pas à un homme. Elle avait perdu une version d'elle-même, celle qui croyait que le talent protégeait de tout, celle qui pensait que le mérite suffisait. Elle avait appris autrement. Thomas, elle le savait, avait refait sa vie. Pas nécessairement heureuse, mais intacte. Il continuait à avancer, porté par un monde qui pardonne plus facilement à ceux qui ont le pouvoir. Cette pensée ne la mettait plus en colère. Elle l'éclairait. Un soir, alors qu'elle marchait le long du Rhône, Camille s'arrêta devant une vitrine éclairée. Son reflet lui renvoya une image qu'elle reconnut à peine. Une femme plus discrète, plus lente, mais étonnamment droite. Elle comprit alors quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas l'amour qui l'avait détruite, c'était l'illusion qu'il serait sans conséquence. Elle rentra chez elle, ferma la porte, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'attendit rien. Un matin d'hiver, Camille reçut un message d'un numéro qu'elle connaissait par cœur. « J'espère que tu vas bien. » Elle resta longtemps à fixer l'écran. Elle n'éprouvait ni joie, ni douleur aiguë, seulement une fatigue ancienne. Elle tapa une réponse, puis l'effaça. Elle en tapa une autre, puis l'effaça encore. Finalement, elle posa son téléphone face contre la table. Certains amours ne demandent pas de seconde chance. Ils demandent seulement d'être laissés à l'endroit exact où ils ont cessé d'exister. Camille ne revit jamais Thomas. Et ce ne fut pas une tragédie. Ce fut une limite, une frontière qu'elle n'acceptait pas autrefois, mais qu'elle respectait désormais. Elle continua sa vie sans éclat particulier, sans drame, sans miracle, mais avec une vérité qu'elle n'oublierait jamais. Certains désirs coûtent plus cher que l'amour lui-même. Et ce prix-là, elle l'avait payé une fois, pas 2. Si ce genre d'histoire te parle, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, les histoires ne crient pas, elles restent.